il y en avait certains qui voulaient tuer l'album, qui voulaient C'est-à-dire l'annuler. Quel souvenir tu as de Amy Winehouse? On se retrouvait très souvent ensemble, backstage, et après il y avait la merde. Lady Gaga. Quelle a été votre relation avec Lady Gaga? Alors elle venait à tous mes concerts. Elle est venue auditionner pour faire la première partie. C'est pas vrai. Je le savais pas. Quand il est sorti, la plupart des gens n'ont pas compris l'album. Dans cette interview, Mika revient sur les grands moments de sa carrière, des souvenirs marquants, des anecdotes complètement folles, sa relation unique avec Amy Winehouse ou encore son amitié avec Lady Gaga et Ariana Grande, et surtout les coulisses de son prochain album Hyper Love. C'est parti. Donne-moi la main. C'est bon. Eyes wide open. Tu es prêt? Je suis prêt, vas-y. Parfait. Bonjour Mika. Salut. Comment vas-tu? Bon, très bien, c'est la Très saison bien. des pom-poms. Des pom-poms. Des pom-poms. Ah, des pom-poms. Non, très bien, je vais très bien, et toi? Écoute, ça va super. Je suis trop content de te recevoir. Ça fait un Je suis moment ravi que je d'être voulais là. t'avoir sur la chaîne. Et je pense que les gens qui nous regardent vont être ravis de te voir dans ce fauteuil. Pour moi, tu es un peu la voix des outsiders. C'est ce que j'apprécie le plus chez toi. Ah, Et, c'est un grand compliment. C'est vrai. Ouais, je suis je content le que prends ça te comme un fasse grand plaisir. compliment. Merci. C'en est un. Et je trouve que tu as une carrière incroyable. Donc, on va en parler aujourd'hui. Et on va évidemment parler Incroyablement étrange. aussi. Oui, aussi. Et ça me dérange pas du tout. Et J'en tu suis vas nous en fier. parler. Stay weird. Stay weird. Comme la grosse. Tu connais Portland? Ah non, du tout. Portland, Oregon. C'est une ville très alternative. Il y avait vraiment une scène musicale assez dingue dans les années 80-90. Et il y a une grande muraille. C'est pas un main sur un bâtiment des années 30. Portland, stay weird. Reste étrange. Moi, je suis un peu bizarre aussi, mais il faut en être fier, je pense. C'est ça. Stay weird. Donc aujourd'hui, on va parler musique et évidemment de ce nouvel album Hyper Love qui sort le 23 janvier. Notez-le bien dans vos agendas. Et comme je te disais, moi, ce qui m'inspire le plus chez toi, c'est que tu nous as sorti plein d'hymnes pop qui parlent de la liberté d'être soi, la liberté d'être un peu bizarre aussi peut-être. Et au début de ta carrière, tu as réussi à transformer le rejet en triomphe. Et c'est vrai, alors j'ai l'impression que avant que tu sortes Life in Cartoon Motion, beaucoup de professionnels t'ont demandé de rentrer dans une case. Est-ce que tu te souviens de la première fois où on t'a dit non, quand tu passais tes maquettes, ce genre de choses? Ah, beaucoup de fois. On a cette idée qu'on ne devrait pas tenter notre chance, on ne devrait pas se présenter ou chercher à des gens de convaincre des gens de nous donner une opportunité tant que c'est pas totalement formé. C'est pas du tout le cas. Il faut y aller tout le temps. Parce que c'est dans ce rejet et dans la réaction. Parce qu'on peut créer, par exemple, un morceau ou un dessin, n'importe quelle chose. Et le moment où on présente ce dessin et on le revoit, on le réécoute, mais avec l'énergie de la personne, d'une personne extérieure, objective, à côté de nous, c'est là où on va redécouvrir et réaliser certaines choses, des évidences qu'on réalisait pas avant. Donc c'est le processus de rejet qui va te former. Donc je peux même pas te dire combien de fois ou la première fois parce que c'était sans cesse. J'ai dit non beaucoup et aussi parce que j'étais pas capable de faire ce que les gens me demandaient de faire. J'ai l'impression que c'est à partir d'un rejet de professionnels, des personnes qui travaillent dans l'industrie musicale, qu'est née aussi Grace Kelly. Et j'ai cru comprendre que t'avais peut-être une relation particulière avec cette chanson parce que t'avais peur qu'on t'enferme peut-être à cette chanson-là, qu'on te réduise à cette chanson-là. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as une relation plus apaisée avec cette chanson? Ouais, exactement. J'ai un petit peu traversé cette phase, comme tous les artistes qui ont beaucoup de succès avec un album, ou surtout quand c'est le premier album. Il faut naviguer parce que, en même temps, et surtout parce que le premier album n'était pas créé ou écrit avec une intention commerciale. Ouais. Et c'est dur à... C'est ça qui est fou aussi, ouais. C'était vraiment un truc c'était comme un journal intime qui est devenu public. Et qui a très bien fonctionné. Et qui a très bien fonctionné, mais surtout cette liberté d'esprit qui a aussi
eu maintenant, parce que j'ai 42 ans, et je parle avec des jeunes artistes, et je suis assez bluffé quand il y a quelqu'un qui a 20 ans, ou qui a 24 ans, ou 30 ans même, qui me parle de cet album d'une manière assez... comme si c'était une couleur différente, comme si c'était une porte qui s'ouvrait. Et c'est drôle que ça soit une porte qui s'ouvrait, parce que c'était littéralement un médicament que j'avais écrit pour moi-même. Cet album était un médicament pour moi. C'était quelque chose que pour me faire sentir mieux. C'était... Ouais, Bon, voilà, tu comprends un petit peu le contexte dans lequel j'ai écrit. Pour comprendre pourquoi Mika parle de médicaments lorsqu'il évoque son premier album Life in Cartoon Motion, il faut aussi rappeler le contexte de sa vie et de son enfance, parce que Mika, il a grandi dans un monde où la stabilité n'existe pas. À l'école, il y a cette différence qui devient aussi une cible. Il a subi du harcèlement très violent, des insultes, de l'humiliation. Ce n'est qu'une fois sorti du système scolaire que la musique devient un refuge concret. Et donc composer, c'est une nécessité vitale pour lui. C'est pour ça que des années plus tard, il y a cet album Life in Cartoon Motion que je trouve incroyable, qui naît un peu de cet endroit-là. Un album conçu comme un monde parallèle, magique, illusoire et enchanteur selon ses propres mots. Et c'est un peu cet univers où la peur, l'angoisse et les souvenirs traumatiques sont transformés en couleurs, en excès, en théâtre. Derrière l'énergie de Grace Kelly, il y a le rejet de l'industrie. Derrière Relax, Take It Easy, il y a la peur du métro le jour des attentats de Londres. On en avait déjà parlé ensemble en vidéo. Et puis derrière Happy Ending, il y a la perte de repères. Donc Life in Cartoon Motion, c'est pas vraiment juste un album naïf, c'est aussi un mécanisme de survie pour Mika. Ça a été une manière de rendre la douleur un peu plus supportable et de transformer le chaos de l'enfance et de l'adolescence en un espace où Mika a enfin repris le contrôle. Alors certes, ce disque, il a lancé sa carrière, mais il a permis également à l'enfant harcelé, marginalisé, de rester debout, quoi. Et pour moi, le statement de cet album, c'est aussi de faire de sa weirdness, comme il l'évoquait au début de cette vidéo, de faire de son étrangeté une force qui, je trouve, a permis à des milliers de jeunes de se sentir enfin compris. C'est aussi un album qui a donné un coup de fouet à la musique pop, je trouve, en 2007. Et d'ailleurs, dans cet album, il y a aussi Relax, qui a été un énorme succès en France. Relax, take it easy, for there is nothing that we can relax, take it easy, blame it on me or blame it on me. Est-ce que tu te rends compte, est-ce que tu es conscient qu'on a tous dansé et chanté sur cette chanson sans pour autant connaître l'histoire qui se Mais passe avant derrière. que vous avez dansé dessus, moi je dansais dans mes caleçons à cette chanson. Ah ouais? Parce que le premier fan de ma musique, c'est moi quand je l'écris. Et après le moment où je l'ai terminé et je le sors, je réécoute jamais ma musique. C'est vrai? Ouais. Oh, wow. Mais lorsque je suis en train de travailler dessus, je fais les maquettes, je danse. T'es à fond, ouais. Ok. Je danse avec ma brosse à dents, je danse dans mes caleçons, je danse avec mon café. Ouais, mais c'est drôle. Et de temps en temps, je suis content de ne pas être trop conscient. Bon, maintenant, je suis un peu plus conscient de ce que c'est devenu, mais c'était fait dans une sorte dans un rêve. Et tout ce que j'écris est un peu fait comme ça, même jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, c'est mon 7e studio album. Et encore une fois, écrit dans un rêve, dans une dissociation totale, en oubliant complètement la réalité. Totalement, mais vraiment. Donc tu arrives à t'évader via la musique. Et c'est Oui. aussi des albums qui nous font rêver. Donc ça résonne aussi chez le public qui t'écoute. Mais j'aime bien l'idée que ça fait rêver, mais que ça fasse rêver, mais aussi que c'est aussi, ça provoque. J'aime bien l'idée que la musique peut provoquer aussi une réaction. Ouais. Et cette réaction, c'est pas dans l'agressivité, mais un petit challenge. Surtout avec ce dernier album. C'est un petit challenge. Et c'est drôle parce que maintenant, on regarde le premier album et on se dit « Ah ouais, c'est de la pop, c'est coloré, c'est Mika, blablabla. » Mais quand c'est sorti, surtout dans certains marchés comme l'Angleterre, où ça a eu beaucoup de succès, mais c'était un vrai challenge pour les gatekeepers de l'industrie. Pour les journalistes, c'était hors système. C'était comme si un truc les avait échappé de leurs mains. Et il y en avait certains qui voulaient tuer l'album, Oh, wow. qui voulaient C'est-à-dire l'annuler. Mais carrément l'annuler. Parce qu'ils voyaient ça comme un ovni et ils y croyaient pas. Et ça cassait les règles. Il y avait de la couleur. Il y avait un mec de 21 ans qui s'exprimait, qui parlait de sa sexualité, qui parlait en couleur, en mélodie.
qui s'en foutait complètement des références que normalement les albums, pendant cette période, devaient avoir certains codes. Ça cassait les codes, ça cassait les références. C'était une liberté totale. Qui s'en foutait si c'était cool ou pas cool. Complètement. Mika a totalement raison. En fait, en 2007, la pop mondiale était un moment charnière. Elle devient un peu plus, entre guillemets, urbaine, même si j'aime pas trop ce terme. Plus électro, un poil plus sombre, plus sexy, plus produite et surtout très marquée par les producteurs, avec Timbaland en tête. En 2007, la chanson numéro 1 dans le monde, c'est évidemment Umbrella de Rihanna qui a ouvert l'ère Good Girl Gone Bad. Et cette année-là, Rihanna elle est passée définitivement en mode pop R&B, beaucoup plus adulte, des tubes très formatés pour dominer partout, très sexy, un peu dark aussi. 2007, c'est aussi l'année de Nelly Furtado. Rappelez-vous de Man Eater ou encore de Say It Right ou même de Promiscuous. Loose, c'est un peu cet album qui couvre la Timbaland era, quoi. C'est clairement le producteur qui a pris en otage la pop en 2007. Lui-même était partout avec The Wire, Give It To Me ou encore Apologize. Et puis en 2007, vous avez aussi la naissance des premiers phénomènes d'Internet. On était bien avant l'ère de TikTok, mais je pense directement à Crank That de Soulja Boy. C'est aussi une pop culture de la chorégraphie. En parallèle, toujours en 2007, c'est aussi un point de bascule énorme avec Blackout, sorti en octobre 2007 de Britney Spears. Là aussi, on se retrouve avec une pop très électro, très nocturne, très club, qui influence aussi une partie du son des années qui ont suivi. Et donc, au milieu de tout ça, vous avez Mika qui, lui, fait un mouvement opposé, c'est-à-dire qu'il remet de la couleur, du théâtre, du décalé, et surtout, il cartonne quand même. Et donc, en 2007, vous avez une pop qui cherche à être, comme je vous disais, très hypnotique, très sombre, très sexy. Et Mika, comme il le dit, il casse les codes parce qu'il ose être bizarre, il ose être, entre guillemets, trop, et être super coloré. Et donc il a prouvé qu'on pouvait être un ovni et finir pour autant dans les plus gros hits mondiaux. Et pourtant, ce qui m'a énormément surpris, c'est que la critique des médias autour de cet album, Life in Cartoon Motion, était juste horrible, voire virulente. Il en parle dans la suite de l'interview. Et je me souviens, ça a provoqué des réactions qui probablement... C'est drôle, j'ai fait une interview avec The Guardian il y a quelques jours, un grand journal anglais. Et la journaliste du Guardian me dit, premièrement, on y réfléchissait avant cette interview et on tenait à s'excuser pour certains mots qui étaient écrits À l'époque, Oh, wow. qui m'a un peu choqué. Ils ont Qui fait leur seront mea pas, culpa. qu'on se permettra jamais d'écrire de cette Aujourd'hui, manière aujourd'hui. ouais. C'est fou. C'est fou, hein. Bah grave, mais ils ont fait leur mea culpa, il est un peu tard, mais ça prouve aussi que à l'époque, les tabloïds, les paparazzis, tout ça, c'était un peu plus dur. Ouais, Et, surtout autour de la sexualité, Ouais. c'est sûr. Alors, plus tard, il y a eu The Boy Who Knew Too Much. Nous étions en 2009. Et je me rappelle que durant cette période-là, tu devais remplacer Amy Winehouse au Paléo Festival. Tu avais été choisi pour la remplacer. Et il se trouve que tu as chanté le soir de sa mort. Et je crois que tu l'as rencontrée. Ah, plus beaucoup de Ouais. fois, on a tous commencé ensemble. Quel souvenir tu as de Amy Winehouse? Premièrement, d'une grande chanteuse. Alors, on a commencé ensemble à Londres. On faisait beaucoup de différents. On a fait beaucoup de showcases ensemble, même à Austin, Texas. On a fait des showcases dans des petites églises à Londres. On se retrouvait très souvent ensemble, backstage. C'était à l'école, c'était une fille. J'avais des copines aussi qui étaient à l'école avec elle quand elle était petite. Une outsider totale. Ses premiers concerts, je suis allé à une de ses premières showcases du premier album qui n'a pas du tout marché, qui était excellent, mais Frank. Ouais, il y avait pas le son Mark Ronson, et c'était Ouais. beaucoup plus soul et pas vraiment tubesque, mais c'était beau. Et quand elle chantait, elle parlait de sa grand-mère, elle parlait de sa vie, et c'était doux et fragile. Et quand elle chantait, il y avait aussi cette force incroyable. Et ensuite, il y a eu ce son incroyable formé avec Mark Ronson. Sur Qui Back avait to vraiment Black. une vision. Et les deux ensemble, ils ont créé un un classique, un album classique. Et après, il y avait la merde.
si je dois être complètement honnête, le changement même du comportement de la personne et la toxicité de l'entourage Ouais. était un truc que j'ai vu et que j'ai vécu. Le comportement de l'entourage était honteux. Mais vraiment, même des mecs de sécurité, c'était mauvais. Et elle s'est retrouvée dans une situation et tout a changé. Et il y avait plus de limite dans à quel point ça pouvait être dark et négatif. Et ensuite, et malgré tout ça, ensuite elle montait sur scène et le talent était tellement évident et la connexion émotionnelle avec son public était tellement forte. Et après, on rentrait dans l'après, et l'après était un délire. Ouais. Mais donc, ça me fait de la peine de penser à ce truc, parce que, à cette période, et cet aspect négatif, parce que en voyant l'évolution, et que ça a mal terminé, c'est pas la fin que ça aurait dû être. Vous l'avez compris, le soir du 23 juillet 2011 au Paléo Festival, Amy Winehouse était programmée pour se produire sur scène, mais elle n'y sera jamais puisqu'elle est remplacée par Mika qui monte sur scène le soir même de sa disparition. Et donc ce soir-là, Mika ne chante pas Happy Ending comme d'habitude puisque en plus de ça, quelques heures plus tôt, la Norvège a été frappée par des attaques qui ont fait 77 morts. Et dans le même temps, le monde a appris la mort de Amy Winehouse. Et donc vous l'avez compris, Mika l'admirait profondément, ils avaient beaucoup échangé. Il avait vu aussi de près sa fragilité, l'entourage toxique qui l'encerclait. Et donc ce soir-là, il dédie Happy Ending aux victimes norvégiennes, mais également à Amy Winehouse. Écoutez. On veut dédier le show à Amy Winehouse, mais en même temps, on veut dédier cette chanson à les 90 innocents qui ont été complètement terrorisés hier en Norvège. Bon, je sais pas vous, mais personnellement, à chaque fois que je revois cette performance, je fonds systématiquement en larmes. Je suis actuellement sur le montage de cette vidéo et les larmes sont bel et bien présentes. Donc, grand respect à Mika. Je trouve que c'est l'une de ses plus belles performances. Avant de continuer cette interview avec Mika, comme vous le savez, je suis ambassadeur Deezer depuis plusieurs années maintenant. Et avec Bowie, on souhaitait vous parler d'un espace chez Deezer qu'on trouve trop cool si vous aimez vivre la musique autrement. Ça s'appelle le Deezer Club. Et le Deezer Club, c'est un espace spécialement pensé pour les fans. C'est un espace dans l'application Deezer qui te permet d'accéder à des expériences musicales exclusives. On se parle de sessions privées, de release parties d'albums, des showcases intimistes ou des places de concert à gagner près de chez toi. Et parfois même des rencontres avec des artistes qui ont des millions de streams, mais aussi des talents émergents. En gros, c'est un peu ton pass VIP pour te rapprocher de tes artistes préférés et de la musique. Concrètement, si tu es abonné à Deezer, tu peux par exemple participer à des concours exclusifs directement dans l'application sur l'onglet Club. Par exemple, en ce moment, vous pouvez gagner des places pour le concert de Doja Cat à Paris, mais aussi des places pour le concert de Tame Impala à Lyon, des places pour le concert de Damso le 28 mai 2026 à Paris. Donc pour participer, tu ouvres ton application Deezer, tu vas dans l'onglet Club en bas à droite, tu regardes les événements en cours, tu rentres tes informations et tu cliques sur participer. Et si tu es sélectionné, ce que j'espère pour toi, eh bien Deezer te contactera par mail. D'ailleurs, peut-être qu'il y aura un événement avec Mika, je l'espère, parce qu'il est juste dingue en live. Donc si vous aimez les expériences musicales, abonnez-vous à Deezer et jetez vraiment un œil dans l'onglet Club de l'application Deezer parce que ça peut vraiment valoir le coup. Merci à Deezer et on reprend tout de suite l'interview. Alors, quelques années plus tard, il y a eu The Origin of Love, avec le premier single qui était Celebrate, qui pour moi est un de tes singles les plus sous-cotés. I wanna come home to the only place I know where the trees I planted grow. I wanna come home. Et dans cet album, on retrouve également Popular Song,
que tu avais ressorti en single avec Ariana Grande, Ouais. chanson qui a fini sur son album Yours Truly. Et ce que je trouve dingue, c'est Et elle me dit. Et elle me dit aussi, énorme succès en France. Ouais. Chanson que ma mère adore parce qu'elle lui fait grave penser à moi. Parce que j'étais très reclus sur moi-même, très introverti. Ah ouais? Et pas très out pas out du tout à cette période-là. Et je crois qu'elle voulait me dire à travers cette chanson, mais Guillaume, la vie est belle. Profite, tu Elle est vois. plutôt cool, ta maman. Elle est plutôt cool. Elle me dit c'est ta vie, fais ce que tu veux, tant pis. Un jour tu comprendras, un jour tu t'en voudras. Elle me dit t'es trop nul, sors un peu de ta bulle. Tu fais n'importe quoi, on dirait que t'aimes ça. Pourquoi tu gâches ta vie, pourquoi tu gâches ta vie, pourquoi tu gâches ta vie dans Est-ce que toi, d'ailleurs, c'était aussi un moyen de répondre à ta mère, de lui dire que tu l'aimes? Parce que je sais que ça a été un pilier dans ta vie, cette chanson-là. Ça explique parfaitement la relation que j'ai avec ma mère, Ouais. que j'avais avec ma mère. Mais dans cette période-là que j'ai un petit peu encapsulé cette dynamique où, mais vraiment, elle était très dure, ma mère. Elle m'a formé. Hein. Elle t'a coaché un peu, ouais. Pas un peu. Elle m'a coaché, mais vraiment comme une Ouais. tennis mom, on Wow. va dire, comme les joueurs de tennis. Et donc, elle me disait toujours, pourquoi tu gâches ta vie? Pourquoi tu fais ça? Allez, écris une chanson contente. Arrête de... Change ta vie. Ouais. Tu peux nous aider tous. Aide-nous. Elle a réussi, ça s'est dit. Ouais, elle a Ça a bien réussi. fait. Et en même temps, donc, je voulais dire basta. Genre, je te out, toi. Ouais. Je te out avec la pression que tu as mise sur moi. Mais J'adore. c'est bizarre, c'est aussi avec amour. On comprend cette dualité. Et en vrai, on était comme ça. Il y avait des gens qui nous connaissaient pas du tout. On rentrait dans la pièce, on était en mode, on travaille. Ils pouvaient même pas imaginer que c'était ma mère. La manière qu'elle me parlait, la manière que je la parlais à elle. Et on sortait, on allait dîner, et c'était ma copine, c'était ma mère. C'est génial, ça. Donc il y avait vraiment ce... Je suis content parce que ça veut dire qu'on a pu... On n'a rien caché de nos émotions. Et une situation qui aurait pu être presque toxique, fils et mère qui travaillent d'une manière très intense, eh ben non, on a pu métaboliser. Et elle me dit, on sent ce truc. Alors, cet album Origin of Love, coproduit par Nick Littlemore de Empire of the Sun, le même producteur avec qui je viens de faire le nouvel album, était vraiment un album assez courageux parce que il y avait des samples de Wicked bien avant que c'était un Ouais. truc. Il y avait Ariana dessus. Mais la boucle est dingue, hein, parce qu'en 2012, tu chantes avec elle. Ouais. En 2025, elle est Glinda dans Ouais, Wicked. c'est ça. I know about popular. It's not about who you are or your fancy car. You only ever who you were. Popular. I know about popular. And all that you have to do is be true to you. That's all you ever need to know. Mais aussi, il y avait... Et elle était au début de sa carrière, en plus. Ouais, mais un album aussi où il y a un titre en français Ouais. qui parle de ma mère. Il y a Pharrell qui avait travaillé sur des titres. Celebrate. Et aussi, il y a des titres engagés qui sont anti-guerre, qui reprennent des poèmes de Haussmann, un grand auteur, un grand poète anglais. Donc, éclectique. Et tout ça produit avec quelqu'un de Empire of the Sun, une sorte d'une vision électro-symphonique. Ça a pris du J'adore cet temps. Hein. album. Il y a Underwater. Ah, j'adore Underwater. Mais c'est un album qui a vraiment pris du temps. Quand il est sorti, la plupart des gens n'ont pas compris l'album. Et au fur et à mesure, c'est un de mes albums, à part le premier, le plus écouté. Faut prendre le temps. Ouais. Mais Underwater, pour moi, c'est un classique et j'adore le clip aussi. Ah oui, je voulais te demander aussi, en 2012, donc c'était à peu près cette période-là, The Origin of Love, on te retrouve sur la scène des Brit Awards et tu remets un prix à Lady Gaga. And the winner is Lady Gaga, the fame.
Quelle a bah été oui. votre relation avec Lady Gaga? Alors, elle venait à tous mes concerts. Oh, c'est fou. C'est fou, hein. Et moi, j'allais... Et ensuite, après, moi, j'allais à ses concerts. Mais elle venait... Elle venait voir mes concerts. Elle venait même une fois... Et elle m'en a parlé après et je m'en suis souvenu. Elle est venue à un in-store. Et une fois, on était assis côte à côte dans un café qui s'appelle Earth Café à Los Angeles. J'étais en train de travailler sur le 2e album. Elle était là-bas en train de boire un café, Stéphanie Germanotta. Pas en Lady Gaga, en civil. Et on s'est parlé. C'est elle qui m'a rappelé tous ces trucs des années après. Et elle est venue au début auditionner pour faire la première partie. C'est pas vrai. Je le savais pas. Elle a pu trouver un de mes managers et elle est arrivée dans le bureau de Jerry Blair avec un sac. Elle a sorti de son sac une machine à fumer Waouh. et une light machine en boule qui sortait des faisceaux de différentes couleurs. Et elle a fait le show? Et elle a fait une audition pour Jerry qui était là en train de... Qu'est-ce Il qu'elle me veut, l'a celle-là? jamais dit. Il me l'a jamais dit. Ah, c'est fou. Ah, bon, il n'a pas travaillé pour moi très longtemps. Et maintenant, ce monsieur aussi incroyable que difficile. Et malheureusement, il est décédé, mais décédé de Covid. Mais ouais, Gaga est venu auditionner pour faire ça. Donc on a vraiment... c'était assez drôle de penser à tout ça, mais c'était vraiment une fighteuse. Ouais, c'est ce que je retiens aussi d'elle. Et je peux pas vous dire, je sais que là récemment, elle fait beaucoup de concerts qui sont très impressionnants. Je ne peux pas vous dire les premiers concerts de Gaga, elle, toute seule, avec le DJ et un piano. Ça fait partie des meilleurs concerts que j'ai vus de ma vie. Elle a pas besoin de grand-chose. Hein. Elle est un piano, Je pense. c'est fou. Ouais, mais dans ce format aussi, parce que c'était un petit peu mode mixtape concert. Et c'était vraiment elle dans son élément, parce que chaque fois et elle avait pas trop de fringues non plus, elle se changeait pas trop, mais chaque fois qu'elle voulait exprimer un truc, elle le faisait avec son corps et son visage changeait. Et je dis, merde, mais comment elle fait? Et c'était fabuleux dans des petits théâtres. Donc maintenant, parlons de ce nouvel album, mon cher Mika, qui s'appelle Hyper Love et qui sort le 23 janvier. Je vais commencer, si tu me permets, par te parler de mes préférés de cet album-là. Alors, j'ai beaucoup aimé Science Fiction Lover. Ah, moi aussi. Ouais. Je trouvais qu'il y avait un petit côté Fleetwood Mac avec les guitares, j'ai adoré. Immortal Love, je ne sais pas si je le prononce bien. Immortal Love. Immortal Love, ouais, Immortal exactement. Love, qui est sorti d'ailleurs aujourd'hui, au Exactement. moment où on tourne cette vidéo, qui était un peu plus aérienne, on va dire. It's just a moment to love. There's just a moment to love. Et Spinning Out, moi je trouve que c'est un titre un peu plus dense et je pense qu'en concert ça va être pas mal. Est-ce que toi tu as une chanson à laquelle tu tiens particulièrement dans cet album? Et est-ce que, je fais deux questions à la fois, est-ce que tu peux nous expliquer le concept d'Hyper Love? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ouais. Alors, c'est un album, Hyper Love, c'est un album qui part d'amour, qui part je pense qu'on a compté, il y a 51 références d'amour, différentes. Ouais, ok. Tendre, sexuelle, Animal, ton chat. animal, pénible, douloureuse, tout. Ouais. Et cette idée aussi c'est un petit peu une réponse à les temps dans lesquels on est en train de vivre, à des temps qui sont un petit peu, je trouve que c'est pas simple d'identifier la forme de notre âme, de son âme, et son style, la manière qu'on va répondre au monde de notre manière singulière. Notre singularité est plus à risque, chacun et chacune de nous,
plus à risque aujourd'hui, plus que jamais. Ouais. L'homogénéité est un cancer. Et je le dis sincèrement. Et tout ce qui nous rend ou nos opinions homogènes nous rend plus manipulables aussi. Le fait que même les algorithmes suggèrent le news que nous on veut voir avant même sans qu'on décide. Et les multiples versions de nous-mêmes nous font perdre du temps sur la seule version qui compte, ce qui est la version interne qu'on se sent, qu'on a dans notre corps et dans notre cœur quand on est seul, quand on se réveille, quand on va se coucher. Je parle souvent à des potes à moi, et surtout qui sont une génération en dessous, ils me parlent de la panique du matin. De la panique du matin? Cette idée, un peu en panique, la réalisation de certaines ok. choses le matin, et ensuite, ça se calme. Cette panique, c'est pas bien. Hein. Donc, l'idée de vraiment identifier qui on est, et de préserver, de cultiver, et de préserver, et de développer sa singularité, je pense que c'est super important dans cette hyper-vie que nous sommes en train de vivre, qui va seulement être encore plus comme ça. Ça va pas aller en arrière. Ouais. On le voit avec l'IA, par exemple. Ouais, tout, exactement. Et donc, je trouve qu'un album qui parle de ça et qui pose la question « Qui es-tu et qu'est-ce que tu aimes ?» Est-ce que toi, tu arriverais à répondre à cette question aujourd'hui? Je cherche à la répondre. Ouais. Je cherche. J'arrive pas à la répondre. Moi, je cherche à le répondre. Ça me prend 2 ans et c'est 16 titres. C'est aussi le Donc, combat d'une vie, on va ouais. apprendre à se connaître. Mais au moins, Ouais. j'essaye. Et ça vaut la peine d'essayer, je pense. S'il y a un titre parmi l'album que tu préfères peut-être, que tu as préféré enregistrer ou qui te parle le plus. Excuses for Love. Il y a plein de titres dans l'album qui ont vraiment cette racine love. Ouais, Et exact. love, C'est love. décliné. Donc c'est Et- toutes les formes de l'amour. Exact. Mais avec une sorte de hyper-romance qui n'est pas du tout mielleuse. Il n'y a pas un moment dans l'album qui est mielleux. Il n'y a pas un moment cheesy dans l'album. Parce que c'est l'amour brûlante. C'est l'amour disturbante presque. Et Excuses for Love, c'est une phrase. L'album était entièrement écrit au piano. Et la phrase, c'est « It's strong enough. Why do we make excuses for love? We're acting like we're not good enough. I'm not going to make excuses for love. » C'est tout. C'est un geste qui ensuite est chanté et ça évolue avec une sorte de marching band immense à la Sgt. Pepper. Et j'adore l'idée que je vais plus faire des excuses pour l'amour. Mon cœur stone, il va recommencer à battre. Et je vais pas faire semblant que mon cœur est fait de la pierre. Il n'est pas fait en stone. Donc, si cet amour, et si toi tu me défonces comme si j'avais fumé un pétard très fort, au moins mon cœur et mon corps sera un peu plus mou, un peu plus vivant, un peu plus vrai, peut-être plus fragile, Au moins, il sera mais vrai. plus fort en même Ouais. temps. Ok. Bah, j'ai hâte que les gens puissent l'écouter. Ça sort le 23 janvier. Et puis, on a encore un peu de temps ou on est short? Ok, très bien. Et bien, je vais te faire un petit jeu, Mika. Ça Ouais, sera vas-y. rapide. Ça s'appelle This or That. C'est très simple. Je vais te donner des chansons de ton répertoire et tu dois me dire laquelle tu préfères pour qu'on puisse identifier quelle chanson ressort le plus dans ta carrière. Est-ce que tu es prêt? Ouais, Alors, Relax ou Love Today? relax. Relax ou Elle me dit? Relax. Relax ou C'est la vie? C'est la vie. C'est la vie ou Happy Ending? Happy ending. Je l'adore aussi. Happy Ending ou Popular Song? Happy ending. Happy Ending ou We Are Golden? We are golden. We Are Golden ou Rain? We are golden. We Are Golden ou Underwater? Underwater. Underwater ou Lollipop? Underwater. Underwater ou Modern Times?
Réponse Mika ou réponse maison de disque? Réponse Mika. Non, je vais dire Modern Times. Modern Times ou Big Girls, You Are Beautiful. Modern Times. Modern Times ou Celebrate. Modern Times. Et enfin, Modern Times ou Jane Birkin. Moi, j'adore Jane Birkin. Ouais, allez, Jane Birkin. Je trouve que c'est une chanson qui parle un peu de la peur du regard des autres. Ça me parle beaucoup. Et j'aime beaucoup cette chanson. Je suis pas dans mes blue jeans. Je rêve d'un amour à la Birkin. Tous ces regards qui m'assassinent. J'ose pas sortir de la piscine. Pour vivre mon rêve jusqu'au bout. J'aimerais seulement me dire que je m'en fous. Je suis pas à l'aise dans mes blue jeans. Je rêve d'un amour à la Jane Birkin. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Mika, pour ton temps. Un énorme plaisir. Trop bien. J'ai hâte que l'album sorte. Ce sera le 23 janvier. On te retrouvera aussi sur la Et tournée. pour info, le fauteuil est très confortable. Et tu es un très bon psy. Ça fera 70 € la séance, mon cher C'est Mika. cheap en plus. Bon, c'est bon. Il est là, hein, je vous donne l'adresse. Merci à toi, Mika. On te retrouve également sur la tournée Spinning Out Tour. Et j'ai trop hâte de te voir défendre cet album sur scène. Et je te souhaite plein de bonheur. Merci. Merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode avec Mika, j'étais tellement content de le recevoir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à me dire en commentaire peut-être quelle est votre chanson préférée de Mika. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse. Mouah.